Bonjour, je suis Elisabeth Laville. J'ai créé en 1993 le premier cabinet de conseil spécialisé sur les stratégies de développement durable qui s'appelle Utopie, qui est aussi un think tank qui fait beaucoup de recherches et de publications sur ces sujets. On dit qu'on existe pour faire avancer les consciences des dirigeants, faire avancer les pratiques des organisations et globalement faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Donc autant vous dire que je suis ravie qu'on m'ait demandé d'être la marraine de cette édition de Booster for Good. Bonjour Elisabeth et merci de nous recevoir dans vos locaux d'Utopie. Bonjour et bienvenue. Merci et merci d'être la marraine pour ce Booster for Good 2021. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour lancer ce Tour de France à impact positif. Et on a souhaité vous poser quelques questions pour découvrir un peu plus vos activités et aller plus loin dans le sujet de la transition écologique. Donc tout d'abord, c'est la question centrale de ce Booster for Good. Quel est selon vous le rôle de l'entreprise dans le défi du changement climatique ? Alors le rôle de l'entreprise sur la question climatique, de la crise climatique, il est majeur parce que on sait, nos camarades de Carbone 4 ont fait un petit rapport hyper intéressant qui s'appelle Faire sa part, où on voit bien que le changement individuel, aussi radical soit-il, c'est-à-dire si on se met tous à se déplacer à pied, en vélo, à devenir végétarien, à ne plus prendre l'avion, etc., on arrivera à faire que 20% des 80% de réduction de notre empreinte carbone qu'il faut qu'on fasse d'ici à 2050. En gros, aujourd'hui, on est à 11 tonnes équivalent CO2 par personne. Il faut qu'on passe à 2 tonnes équivalent CO2 en 2050, donc une réduction de 80%. Et 20% seulement de ces 80 peuvent être atteints par des efforts individuels assez importants. Le reste, on s'aperçoit que notre empreinte carbone, elle est très contrainte par l'environnement, notamment technique, qui est politique, social, enfin qui nous entoure, dans lequel on évolue. Et donc, il faut, pour activer les 60% restants de réduction, qu'on décarbone très fortement l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, les bâtiments, les services publics, et évidemment les entreprises enfin l'industrie. Et donc, ça relève essentiellement des entreprises. Et on a vu, l'autre chose intéressante, c'est qu'on a vu en 2020, avec le confinement, qu'on avait atteint, puisqu'on a quasiment arrêté en vrai les activités humaines à la surface du globe pendant un trimestre, on a atteint sur 2020 la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc environ 7%, qu'il faudrait qu'on atteigne chaque année jusqu'en 2050 sans confinement, et même idéalement avec la relance des activités. Donc le mérite finalement de cette année, et l'enseignement clé de cette année, c'est qu'il n'y a pas de stratégie business as usual qui mène à la neutralité climatique et aux objectifs de l'accord de Paris en 2050. Il va falloir des disruptions fortes dans nos façons de produire, nos façons de consommer, nos façons de nous déplacer, nos façons de nous nourrir, etc. Et là, le rôle des entreprises est majeur parce que vous voyez bien que dans ce bâtiment, qui est un bâtiment ancien, je peux essayer de faire des actions pour réduire l'impact d'Utopie. Par exemple, on achète de l'énergie renouvelable à 100%, d'accord, à Enercop, mais le bâtiment est une passoire énergétique et thermique parce qu'il est ancien, époque Eiffel, etc. J'ai même pas le droit, de toute façon je suis locataire donc je le ferai pas, mais même pas le droit de mettre du double vitrage par exemple parce que les architectes des bâtiments de France sont pas d'accord. Bon, il y a un certain nombre de choses, on voit bien que ça dépend de l'industrie, du bâtiment notamment et évidemment aussi des pouvoirs publics. En effet. Et les pouvoirs publics accompagnent les entreprises aujourd'hui à évoluer dans leur stratégie, notamment avec les entreprises à mission qui se développent de plus en plus. Vous êtes la première entreprise française à avoir été certifiée B Corp. Vous accompagnez aujourd'hui d'autres entreprises à suivre ce chemin. En quoi cette certification B Corp, elle apporte un changement stratégique et une orientation vers une entreprise plus durable pour la société ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier apport pour moi de B Corp, c'est qu'on a un standard international qui est dans plus de 75 pays aujourd'hui, accessible gratuitement en ligne, pour ce qui est du questionnaire d'auto-évaluation, à toutes les entreprises dans le monde. Avec en plus un questionnaire qui est spécifique à votre implantation géographique et à vos activités, mais qui rend quand même les résultats comparables. Autrement dit, je peux, moi, qui suis entreprise de conseil, me comparer à une entreprise agroalimentaire et apprendre de ce qu'elle fait de mieux que moi, me comparer à une entreprise automobile, etc. Donc c'est extrêmement... ça, c'est très très puissant, d'avoir un outil pareil qui est totalement gratuit,
pour la partie en amont de la certification, et ça vous donne votre note sur 200 points. Il faut avoir plus de 80 pour demander la certification. Mais même si vous avez plus de 80 points et que vous n'êtes pas intéressé par la certification, je vous recommande vivement, je le recommande à toutes les entreprises que je rencontre, d'utiliser le questionnaire comme un outil d'auto-évaluation de ces pratiques et de notation de ces pratiques. C'est toujours intéressant de voir à combien on arrive, où est-ce qu'on pourrait progresser, où est-ce qu'on est un peu à la rue, sachant qu'en plus dans le questionnaire Bicorp, il y a une approche très positive, c'est-à-dire qu'on perd jamais de points, on ne fait qu'en gagner. Donc ça, c'est important. L'autre point important philosophiquement, c'est que le slogan de Bicorp, c'est For Profit, For Purpose. Donc cette idée, et moi c'est ça qui m'a séduite sur Utopie, parce que nous, depuis le début, on a commencé en association, puis on est devenu entreprise, on a des initiatives, toute la partie think tank de l'activité, à peu près 20% de notre temps qui sont sans but lucratif, qui sont des activités de recherche et de publication. Et c'est vrai que la logique de Bicorp, qui est de dire on peut être une entreprise à but lucratif et au service de l'intérêt collectif, en gros, ça réconcilie un peu deux choses qu'en France, on avait tendance à un peu opposer. C'est soit vous êtes une entreprise à but lucratif, soit vous êtes une association sans but lucratif, mais quelque chose, un objet hybride entre les deux, ça n'existait pas. Et moi, c'est ça qui m'a plu là-dedans. Il y a d'autres choses qui m'intéressent, et notamment, il y a une dimension très forte de progrès dans la certification Bicorp. Vous rentrez, il faut avoir plus de 80 points. Donc, pour certaines entreprises, c'est un objectif en soi. Mais une fois que vous êtes dedans, le questionnaire progresse tous les 3 ans. Et tous les 3 ans, moi, je dois aussi me recertifier. Autrement dit, comme le niveau d'exigence du questionnaire augmente, si j'ai pas progressé entre 2 certifications, je vais perdre des points et à un moment, je ne serai plus certifié. Donc, et puis il y a cette dimension communautaire, d'émulation, etc. Je vais prendre 2 exemples. Patagonia, ils sont rentrés dans la certification Bicorp à 100 et quelques points. Aujourd'hui, ils sont à 152 sur 200. Nous, on est rentrés à 100 et quelques. Aujourd'hui, on est à 122. Donc, c'est extrêmement important. C'est vraiment et un objectif en soi, mais surtout, plus intéressant, un moyen qui est un cadre de progrès hyper stimulant. Et puis, le dernier point peut-être qui change un peu des choses, c'est que dans la certification Bicorp, fondamentalement, vous avez des éléments qui sont des éléments classiques de RSE, c'est-à-dire comment vous gérez ou vous minimisez les impacts négatifs de vos activités, mais aussi des éléments sur les business models à impact, les modèles d'affaires à impact, des éléments sur la mission, des éléments sur l'impact positif, etc. Donc en fait, c'est un peu les fondamentaux solides de la RSE historique et puis les nouveaux terrains vers lesquels va la RSE, les terrains de l'impact, les terrains de l'entreprise à mission, etc. Et les deux sont réunis, toutes ces dimensions-là sont réunies dans un même questionnaire. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc c'est un perpétuel re-questionnement d'entreprise qui est fait à travers ce questionnaire. Oui, je pense que l'idée qu'il n'y a pas d'approche binaire, c'est-à-dire il n'y a pas les bons et les mauvais, en fait il n'y a que des entreprises en chemin. Moi c'est pour ça que j'ai appelé Utopie, c'est que je trouve que c'est un objectif qu'on n'atteint jamais mais qui au fond sert à avancer parce qu'on s'y attelle. Bicorp c'est un peu la même chose, personne n'atteindra sans doute jamais les 200 points puisqu'en plus le questionnaire progresse plus vite que nous sans doute parfois, mais c'est parce qu'on vise cet idéal-là qu'on fait de plus en plus de choses qui vont dans le bon sens. Et vous accompagnez du coup des entreprises à aller vers cet idéal aussi, pour intégrer une démarche de développement durable, de transition écologique au cœur de leurs activités. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner concret d'une entreprise qui se démarque grâce à cette marque employeur forte ? Oui, alors je pense un exemple que j'aime bien, j'en parlais là à l'instant, c'est on a travaillé il y a 2 ou 3 ans, avec La Voix du Nord, donc un titre de la presse quotidienne régionale. Comme vous savez, la presse, ça va pas très fort en ce moment. Et puis quand j'avais rencontré le DG, on avait eu cette discussion, il m'avait dit non mais nous on fait plein de choses, et j'avais dit si vous faites plein de choses, il faut le mesurer, être capable de le structurer mieux, vous pourriez faire plus, etc. Et en discutant avec ces équipes, ils se sont dit oui, mais en fait, on pourrait faire plus. Et du coup, on a travaillé avec eux sur la raison d'être de La Voix du Nord, reformuler à l'occasion, en plus, c'était intéressant, c'était les 75 ans du titre et du groupe. Donc, l'idée, c'était reformuler finalement le contrat social que le groupe a avec son territoire, à quoi il sert. On a beaucoup parlé de ça pendant la crise, mais quelle est l'utilité sociale de leurs activités au fond? Et ça s'est traduit par une phrase toute simple qui est « Ensemble écrire la nouvelle histoire du Nord », avec l'idée que c'est un territoire hyper riche, avec beaucoup de fierté des gens du Nord, mais aussi qui ont conscience, qui ont parfois l'impression
qui sont moins bons que d'autres sur pas mal de sujets, qui sont plus victimes que d'autres de certains problèmes, etc. Donc l'idée, c'était vraiment réactiver la fierté des gens du Nord, et ça les a amenés à faire, alors comme c'était les 75 ans du journal, 75 rencontres avec les lecteurs, pour voir comment redéfinir le rôle du journal et de ses titres sur ces territoires. Et puis ça les a amenés à faire plein de choses. Par exemple, ils ont pris 2 sujets qui sont des problèmes du territoire. Le problème de la reforestation du territoire. C'est le Nord est un des territoires les moins boisés de France. Donc ils ont lancé une grande campagne de plantation d'arbres sur le territoire, qui sera aussi un outil de résilience climatique pour le territoire. Et puis ils ont lancé une grande campagne contre le harcèlement scolaire, en mobilisant aussi les lecteurs sur ce sujet-là. L'idée, c'est, au fond, si on veut être utile à notre territoire, on va prendre des sujets qui sont importants pour le territoire et, entre guillemets, contribuer à les résoudre en activant la participation de nos lecteurs, etc., au fait de les résoudre. Donc ça, d'ailleurs, ils viennent d'avoir sur ce sujet du harcèlement scolaire un des prix que décerne Stratégie sur les prix de l'innovation média. Ils ont lancé par exemple un salon du Made in Nord pour valoriser les entreprises qui produisent localement, les circuits courts, etc. Autre initiative d'ailleurs sur laquelle ils ont un prix Stratégie. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place sur le plan éditorial et en dehors, et qui réactivent vraiment l'ADN en fait de cette entreprise, y compris sa marque employeur. Vous disiez il y a quelques instants, les entreprises, aujourd'hui on a une image d'entreprises à but lucratif et les associations à but non lucratif, et on a besoin d'aller vers un modèle un peu mixte. Et par exemple, nous, la Jeune Chambre économique française, qui sommes d'utilité publique, nous travaillons justement à sensibiliser les entreprises sur les sujets du développement durable, de la transition écologique, même si nous ne sommes pas experts, mais nous savons réunir les experts autour du sujet. C'est aussi au centre de l'actualité, on en parle beaucoup depuis 2 ans maintenant, c'est vraiment le levier stratégique des entreprises. En quoi mener des actions telles que nous le faisons aujourd'hui comme Booster for Good vous paraît encore pertinent pour aller plus loin sur ces sujets-là? Alors, je pense que c'est très intéressant de regarder ce que racontent notamment les neuroscientifiques qui travaillent sur, ou les sociologues, ou les psychologues, il y en a plein, des anthropologues qui travaillent sur comment on fait du changement dans une société. Et en fait, tous disent la même chose, et c'est particulièrement vrai sur les sujets de développement durable, qui sont au fond pas tant, contrairement à ce que pensent certains ingénieurs, pas tant un sujet technologique, mais en vrai un sujet de changement culturel. C'est plus un sujet de changement culturel pour changer nos façons de produire et de consommer et de vivre au fond, qu'un sujet qui relève uniquement de quelques solutions technologiques qui seraient déjà là ou imminentes ou à venir. Pour faire du changement culturel, ce que disent les experts de ces questions-là, c'est qu'en fait, le vrai changement, il n'est que collectif. Il n'est pas individuel. On change pas tout seul, on change en groupe. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de faire changer une société, c'est de changer la norme sociale. Et pour changer la norme sociale, vous êtes obligé de faire changer plusieurs personnes en même temps. Et le changement de la norme sociale, on dit que le point de bascule, le fameux point de bascule, se produit à partir du moment où un nouveau comportement est adopté par quelque chose un pourcentage entre 10 et 15% seulement de la population. C'est pas 50%, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément. Donc, à partir du moment où vous avez cette minorité active de 10-15% des consommateurs, des chefs d'entreprise, des patrons de PME, etc., ou des élus, qui se mettent à bouger dans le même sens, alors il y a des chances que, c'est comme ça qu'on fait du changement culturel, que les modes de pensée, les nouveaux comportements de cette minorité active gagnent la majorité silencieuse. Et pour faire ça, il faut faire du changement collectif. Merci beaucoup Elisabeth, et merci pour votre témoignage et votre parrainage pour cette Avec grand plaisir. Et nous retrouvons Thomas et Diarra tout de suite pour la suite de cet événement.